Tanguy David était sur la scène dimanche à Villepinte avec des dizaines d'autres militants de génération Z. Pourtant, il est la cible de terribles propos haineux. Pourquoi ? Parce qu'il est noir. Il est accusé de trahir sa communauté et sa couleur de peau en soutenant Éric Zemmour. Comment expliquer cette violence ? Alors, c'est assez particulier, hein. C'est-à-dire, on est devant un militant qui se rallie, donc Tanguy David, qui se rallie à Éric Zemmour. On le voyait depuis quelques semaines, on le voyait de plus en plus. Et on va à l'essentiel tout de suite. Quelles sont les insultes qu'il mentionne? Il en parlait, je crois que c'était hier soir à Hanouna, si je ne me trompe pas. Je cite quelques-unes des insultes qui lui sont lancées pour ensuite les décrypter. On lui lance donc 3000 insultes racistes et menaces contre Tanguy David. J'en cite quelques-unes. Elles sont évidemment atroces. Sale nègre de maison. Voilà, on va le buter. Tu fais honte à ta communauté. T'es un faux négro et on va te décapiter. Alors, on comprend, la table est mise véritablement. De quoi Tanguy David est-il accusé sur les réseaux sociaux et ailleurs? On l'accuse de trahison raciale. On l'accuse de trahison à sa communauté. On lui explique, si tu étais un vrai noir, tu ne penserais pas ainsi. Si tu étais un noir fidèle au noir, tu n'oserais pas t'afficher ainsi avec ce personnage. Donc, on demande à Tanguy David, ce militant, qui par ailleurs avait une belle tenue quand il a dû répondre à ces questions devant Hanouna, il était une forme de fermeté. Qu'est-ce qu'on voit? On lui dit finalement, soit tu penses avec ton épiderme, soit tu te trahis. Il ne faut plus penser avec ses réflexions, son cerveau, il faut penser en fonction de l'image qu'on a dans le miroir. Donc, c'est une manifestation atroce, de ce point de vue, du racialisme dont on parle souvent ici et dont on devrait parler ailleurs aussi. Qu'est-ce que le racialisme? C'est la résurgence dans nos sociétés du principe racial qui vient abolir la culture, qui vient abolir la nation, qui vient abolir l'individu et qui dit finalement l'homme n'est plus l'homme, l'homme est un échantillon représentatif d'un groupe auquel il doit se soumettre. C'est le retour de la pensée tribale, c'est le retour de la pensée clanique. L'homme n'a plus la possibilité de décider ce qu'il pense, il doit finalement être le porte-parole de sa couleur de peau. La question qu'on peut poser évidemment, c'est qui sont les interprètes autorisés de telle ou telle couleur de peau? Et dans ce cas-là, je le redis, on l'attaque sur la base de sa couleur de peau. Attaquer quelqu'un parce qu'il est noir, ou parce qu'il est blanc, ou parce qu'il est asiatique. Globalement, on pourrait appeler ça du racisme. Mais apparemment, puisque finalement la cible ici, c'est un homme qui soutient Éric Zemmour, eh bien, finalement, ce n'est pas grave de l'accuser sur la base de sa couleur de peau, parce que justement, puisqu'il trahit en fait l'exigence indigéniste de la fidélité clanique, finalement, on peut l'insulter comme on veut, ce n'est pas très grave. Insulte à géométrie variable, racisme à géométrie variable. Il n'est pas le seul à subir une telle intimidation idéologique. Ah, c'est le moins qu'on puisse dire, mais on en trouve dans tous les camps. Je prends un exemple, Madame Rachel Kahn. Rachel Kahn qui a écrit un très, très beau livre en début d'année, si je ne me trompe pas, Racé. Et je crois que c'est à l'Observatoire, si je ne me trompe pas. Et dans ce livre, Rachel Kahn, je fais son portrait globalement idéologiquement, elle se réclame de l'universalisme républicain, probablement tendance printemps républicain, si je ne me trompe pas dans l'analyse. Elle a été accusée, donc elle critique le racialisme, elle critique l'obsession de raciser les gens, de les classer dans des cases communautaires. Eh bien, on l'a accusée aussi d'être sur le mode Yabon Banania. On l'a accusée, elle aussi, d'être une négresse de maison. On l'a accusée, elle aussi, de trahir sa communauté. Alors, je précise pour qu'on se comprenne bien. Rachel Kahn n'a pas le début, je suppose, je n'ai pas posé la question directement, mais connaissant son parcours, elle n'a pas le début d'un quart de huitième de sympathie, par exemple, pour le projet politique d'Éric Zemmour. Ça, il n'y a à peu près aucun doute là-dessus. Je suppose aussi qu'elle n'a donc aucune sympathie pour les idées de Tanguy David. Ça me semble tout à fait évident. Mais je suis persuadé d'une chose, jamais Rachel Kahn n'attaquerait Tanguy David sur le mode de la couleur de sa peau. Elle attaquerait ses idées, elle attaquerait son discours, elle attaquerait sa pensée, mais jamais elle ne dirait « parce que tu es noir, tu n'as pas le droit de penser ainsi. Parce que tu es noir, tu dois penser d'une autre manière. » On pourrait nommer bien d'autres cas. Peut-être que des gens que nous connaissons autour de cette table se sont déjà fait accuser de propos semblables. Ce qui est intéressant à travers ça, c'est de voir à quel point cette logique racialiste est en train de tout intoxiquer. Et je dirais que ça va même au-delà de la question raciale, quelquefois. On va nous dire, en tant que femme, une femme doit penser
cette position-là automatiquement. Sinon, ce n'est pas une vraie femme. Sinon, elle trahit les femmes en dernière instance. En tant que trans, on l'a vu aux États-Unis aussi, où cette question-là émerge, une diversité politique et idéologique chez les trans, mais en tant que trans, par exemple, vous n'avez pas le droit d'être proche du Parti républicain. Si vous êtes proche du Parti républicain, vous trahissez votre propre transidentité, disons ça ainsi. Donc, qu'est-ce qu'on voit à travers tout ça? Je parle de racialisme, mais on pourrait parler plus largement des codes, je le disais, de la pensée tribale. Qu'est-ce que c'est la pensée tribale? C'est une pensée où l'individu est dévoré, où l'individu est véritablement, il est anéanti, il est néantisé, où l'individu est anéanti, il n'existe plus. N'existent en société que des baronnies identitaires, des baronnies ethniques, des baronnies sexuelles, des baronnies raciales. Et se trouvent, donc ces baronnies font en sorte qu'il y a des représentants autoproclamés de l'identité des uns et des autres. Et dès lors, on passe de la représentation démocratique, qui est une représentation en fonction des idées, en fonction des projets, en fonction des visions de la société, on passe à une représentation clanique, tribale, raciale. J'ajouterais, parce qu'il y a quelque chose d'assez fascinant là-dedans, que ceux qui disent, d'un type comme Tanguy David, qu'il ne peut pas soutenir le projet politique d'Éric Zemmour, sans même s'en rendre compte, viennent légitimer cette idée que la nation française serait finalement l'équivalent de la race blanche. Pourquoi? Parce que dans leur esprit, si on n'est pas blanc, on ne peut pas adhérer à une certaine vision de la nation. La nation est tenue dans les limites de la blanchité, comme on dit chez les racialistes aujourd'hui. Et dès lors, si on n'est pas blanc, eh bien, on ne peut pas adhérer à la nation, ou on ne peut pas adhérer à cette vision de la nation. C'est assez fascinant, finalement. Ils viennent, de ce point de vue, les véritables défenseurs d'une conception sous le signe de l'intégrité ethnique et raciale de la nation française aujourd'hui. Ce sont les indigénistes et les racialistes qui, en ces matières, nous disent « Tu ne peux pas appartenir à la nation, tu ne peux pas embrasser son histoire, tu ne peux pas embrasser de Clovis à aujourd'hui. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la bonne couleur de peau, tu es un traître à ta race, tu devras payer, tu devras être puni. » Et de ce point de vue, on voit que ce jeune homme, ces jours-ci, eh bien, on lui fait payer sa prise de position politique. Quelle vision de l'appartenance se dévoile derrière cette querelle? Alors, je crois qu'on tombe sur l'essentiel ici, c'est-à-dire le propre de nos sociétés, c'est d'avoir créé des espaces de culture, des espaces de civilisation, des espaces d'identité, qui fait en sorte que puisque nous partageons un monde commun, un monde noué dans l'histoire, un monde noué dans la culture, un monde qui porte une part du passé, mais qui est aussi ouvert à l'avenir, il est possible, on s'inscrit dans la communauté plus large, on s'inscrit dans la nation, c'est ça le génie de la nation. La nation, ça consiste à dire on n'est pas d'accord sur tout, on n'est pas d'accord sur la vision de l'avenir, mais on partage une même aventure. Qui que l'on soit. Ben voilà, et le génie de la nation, ça fait en sorte qu'on peut venir de l'extérieur, mais on peut, si on s'approprie ses codes et sa culture, décider de poursuivre l'avenir de cette nation. Et c'est une forme d'adhésion, ce n'est pas une adhésion ethno-raciale, c'est une adhésion culturelle et identitaire dans le bon sens du terme. Mais qu'est-ce qu'on nous dit finalement? Qu'est-ce qu'on voit en fait? C'est quand la nation se désagrège, quand la nation se décompose, on ne retrouve pas, comme pensaient certains esprits du début des années 80, la nation disparaît, finalement il n'y a plus que l'individu émancipé, libre et... mais pas du tout. Quand la nation disparaît, Philippe Séguin l'avait bien vu, faites disparaître la nation, vous retrouverez la race. Faites disparaître la nation, vous retrouverez l'ethnie, la dénationalisation, et ça c'est le paradoxe des SOS Racisme. Les SOS Racistes, on les a pas beaucoup entendus sur cette campagne contre Tanguy David. Ils étaient aux abonnés absents. Ah, ils ont oublié. Sur ce coup-là, il y a des fois où ils oublient de dénoncer le racisme. Mais ce qu'on voit, c'est que l'antiracisme des années 80 a assimilé la nation au racisme. Eh bien, ils ont fait tomber la nation et ils font renaître le racisme. Bravo, les gars. Je vous donne un mot de la moralité, une petite moralité, le mot de la fin. 10 secondes chacun. Marc. C'est extraordinaire parce que ça montre bien qu'aujourd'hui, on est dans une sorte de chaos, puisque tout à l'heure, on était avec les transgenres, vous êtes fille, vous courez avec les garçons, enfin, on est dans un méli-mélo, et ce n'est plus l'intelligence qui nous gouverne, c'est une sorte de moi-je en déperdition. Non mais en effet, quand on propose la question de l'assimilation en disant vous pouvez adopter ce pays et l'aimer, on nous reproche d'avoir un discours qui ne s'adresse qu'aux blancs, et quand il y a des non-blancs, pour parler comme eux, qui adoptent ce discours-là, ils se font traquer dans des propos, mais je sais pas, mais SOS Racisme aurait dû faire 8 syncopes dans la journée avec le 8e des insultes qu'il a reçues. Enfin, moi, je sais même pas d'où sortent ces idées, mais assez abominables en fait. La moralité. Ben, ce jeune homme est absolument courageux. Cet homme est capable, premièrement, de penser contre les injonctions communautaires. Il est capable de penser contre la volonté de le faire taire. De ce point de vue, bravo Tanguy David. Quelles que soient vos idées, vous avez le courage de tenir tête à la meute. Merci, mon cher Mathieu, Dimitri, Charlotte, Marc. Excellente suite de programme. Tout de suite, Pascal Praud et ses invités. À demain, 19h. Tout de suite, Pascal Praud et ses invités dans l'heure des Pros 2.